Et l'espoir, voilà, peut-il s'incarner, on en parlait au début, dans une candidature. Alors, c'est pas celle-là. Chacun ses chouchous, hein. Romain, t'as pris la mauvaise, là. Mais une candidature qui s'est déclarée hier soir sur TF1. Voilà, suspense. Voilà, c'était ça. Alors dites-nous, votre parti vous a-t-il choisi? Êtes-vous candidat à la présidentielle? Oui, je suis candidat. Si vous voulez, c'est le contexte et l'urgence qui ont fixé la décision insoumise. La discussion ne s'est pas portée sur quel est le meilleur candidat du point de vue de je ne sais quoi, quelle esthétique. C'était qui est-ce qui est le mieux préparé pour faire face à la situation qui arrive. Alors comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, donc c'est carré. Et donc on a pu justement assister à l'annonce de cette candidature. Bon, il n'y avait pas un suspense énorme, mais voilà, maintenant c'est concret. La campagne commence. C'est concret. Alors, et notamment, ça s'est concrétisé. Et là, oui, maintenant, Youssef, les 150 000 ont été atteints. On peut le voir sur l'écran. On est à 160 000 soutiens. Donc ils ont mis un autre palier à 200 000. Mais voilà, là... Dont le mien. Dont je l'ai fait aujourd'hui. Et donc là, à l'heure où on se parle, ça y est, la candidature de Jean-Luc Mélenchon est officielle. Et on peut dire que ça a suscité un certain nombre de réactions, mais je sens que toi-même, tu as envie de commenter cette candidature, Youssef. Alors, franchement, pour moi, c'était Jean-Luc Mélenchon. Hein. Bon, j'aime beaucoup les filles. Hein. Ils ont des bons gars, des bonnes filles, hein, vraiment extraordinaires. Franchement, hein, très courageux. On l'a vu pour Gaza, on l'a vu pour tout cela. Et franchement, même courageux, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer il y a quelques années. Je le dis franchement. Hein. On a vu tous ces députés, Porte, Panot, etc. extraordinaires sur la question. Hein. Bon, bref, on va pas tous les citer parce qu'ils sont tous excellents en plus, hein, vraiment. Hein. Ouais. Guettet, Bompard, etc. Bon, alors. Ali Djouara. Pour moi, c'était vraiment. Oui, bien sûr. Pour moi, c'était Jean-Luc Mélenchon, de toute façon. Pour des tas de raisons. D'abord, le charisme, disons, le charisme, l'expérience, bien évidemment, la culture, parce qu'il faut avoir une grande culture. C'est un connaisseur de ce pays, je veux dire. Le flot. Aucun de ces prétendus candidats. Non, mais Bardella, qu'est-ce qu'il connaît de la France, Bardella? Qu'est-ce qu'il connaît, Bardella? Mais c'est incroyable, ce môme-là. Mais c'est incroyable, là. Je dis pas môme avec dérision, parce que grâce à la jeunesse, heureusement, et cette belle jeunesse que nous avons. Mais môme. Non, mais c'est pas ça du tout. Non, mais vous vous rendez compte le niveau de certains. Heureusement, je dis pas tout ce pays. On va en parler après. Mais le niveau, ils ont quoi? Ils ont un Bardella, ils ont un. Et puis alors les autres de cette gauche pourrie, cette gauche poubelle, n'en parlons même pas. À droite, c'est cette bande de crocodiles. Pour l'instant, restons sur la candidature. Alors, après, on va parler des réactions. Le problème, on fait un petit tour de chacun sur la candidature. Alors, en tout cas, ce que je veux dire, je dirais un mot. L'espoir. L'espoir qui, pour moi, est comparable à l'espoir qu'il pouvait y avoir en 1936 au moment du Front populaire. Et c'est pour ça que... Tu y étais, c'était comment? Mais bien évidemment que mais, oui, quand je disais cette jeunesse insolente, vous avez un exemple. Je retire ce que j'ai dit, il n'y a pas de ma jeunesse. Tous les jeunes sont à exterminer. Il était cool, Léon Blum. Et alors, ne riez pas, les amis, et regardez un film. Ne riez pas, et regardez un film qui s'appelle La vie est à nous. C'est un film qui a été fait au moment du Front populaire. Je suis très sérieux. Je sens... une chose qui est incroyable, il y avait le fascisme qui avançait aussi à l'époque. Ouais. Hein, comme aujourd'hui, il y a la guerre qui se profile à l'horizon. Il y avait Hitler. Comme aujourd'hui, il y avait Hitler en Allemagne. Il y avait Hitler, et c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup d'analogies. Et il y a aussi une autre analogie, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, quand des gens disent effectivement rejoignez les groupes. Alors ceux qu'ils peuvent, qu'ils rejoignent ces groupes, mais aussi dire une chose, c'est que c'est pas uniquement l'élection en tant que telle, c'est la mobilisation qui va porter. À l'époque, en 1936, c'était pareil. Le programme du Front populaire était beaucoup plus modeste que ce à quoi ça aboutit. Et c'est parce qu'il y a eu toute une mobilisation populaire. Alors à l'époque, c'était les grèves, c'était etc., que ça a forcé le Front populaire à aller plus loin. Et je crois que c'est un peu ça. Je crois même que Mélenchon compte là-dessus. Il a besoin, et il a raison, de faire un appel à ses signatures. Il le dit à la fin, j'ai besoin de vous. Mais bien sûr, sans cette mobilisation populaire, on n'est pas là à attendre. On n'est pas là, on ne doit pas être là à attendre simplement. On appuie sur un bouton, on vote, puis voilà. Ouais. C'est cette mobilisation populaire qui va pouvoir bousculer, renverser, piétiner
hein, le fascisme qui monte. C'est très très important aujourd'hui que tout le monde s'engage dans cette campagne pour l'élection, pour Mélenchon, et puis les législatives qu'il va y avoir après. Ne l'oublions pas. Ouais. Hein. C'est extrêmement important. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. On va faire tourner. Mais Ayoub, ta réaction quand tu as vu ça, voilà, ça va être la première fois que tu vas pouvoir voter à une présidentielle. Voilà, j'ai envie de donner la prime à la jeunesse. T'as déjà voté, toi, à une présidentielle? T'as pas voté à la dernière Présidentielle. Bah non, il a 21 ans. On dirait un truc Ah ouais. Ah, les gars, la dernière. ah, faut arrêter le. Hein. J'avais 16 ans, la dernière. Vas-y, raconte Mais, pas ta life. Vas-y. En Réaction. vrai, j'étais pas étonné. J'étais pas étonné, comme tu as dit, pour moi c'était le meilleur candidat parce que à partir du moment où tu imposes le respect même aux gens avec qui t'es pas forcément en accord politiquement, qu'on admette que tu es cultivé, que tu es quelqu'un qui sait s'exprimer, etc., forcément tu fais beaucoup plus l'affaire que qui que ce soit. Et comme tu l'as dit, la mobilisation pour moi elle va jouer énormément. Quand moi, bon, je vous fais un aveu, je suis désolé, mais par exemple dans ma ville, à Lidiora, personnellement, au début j'y croyais pas, étant donné que vraiment je me suis dit, ben, on a Omaro en face qui travaille le terrain depuis le dernier mandat, c'est-à-dire depuis 6 ans. Parce qu'il était élu, Omaro était élu, Ali n'était pas élu dans... Exactement, il était élu, enfin en vrai, je me dis, dans ce petit microcosme qu'est la mairie, Ali il sort il y a 2 mois. Bien sûr. Il est impossible qu'il gagne. Et c'est vraiment la mobilisation, le fait que les gens qui étaient derrière Ali, pour moi c'est l'analyse que j'ai eue, qui étaient derrière Ali, étaient vraiment engagés derrière Ali, faisaient des vidéos pour lui, tractaient pour lui, allaient parler pour lui, etc. C'est tout ce réseau-là qui a fait qu'il appuie. Pardon. C'était beaucoup plus large que juste une candidature individuelle. Exact, Quoi. exact, Et tu ressens ça en fait de manière encore plus importante avec Mélenchon. C'est ça que tu... Je pense que ça... J'espère en tout cas c'est ce qui va faire la différence. Mais là par exemple, justement, on en parlait juste avant, bah, en moins de 24 heures, déjà 160 000 soutiens. Parrainage populaire. Voilà, de parrainage populaire. Quand les autres... on aurait mis 15 000 en une semaine à 3. Voilà, 15 000 en une semaine à 3. Quand tu vois, même sur les réseaux, tu sais, les posts, par exemple, j'en prends un au hasard, Ruffin, qui fait des 150 likes, des 80 likes, tu vois ce que je veux dire. La candidature, moi j'ai regardé ce matin, le tweet de candidature de Jean-Luc Mélenchon, ce matin il était à 23 000 likes. Non, mais Ce matin, il était à 23 000 likes. likes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, il y a une vraie vague de, j'allais dire, d'engouement, d'enthousiasme. Et d'ailleurs, il y a eu un record aussi comment ça s'appelle ? D'audience. Ah, sur oui, TF1, oui. Sur 5 TF1 par rapport à 5 millions. Bardella et par rapport à, c'était qui l'autre ? Bruno Retailleau qui avait fait 3 millions auxquels, Bardella 4 millions et Mélenchon a fait 5 et quelques. Non, il y a des signaux, en tout cas, qui sont encourageants, Yacine. Bien sûr. Mais en vrai, d'ailleurs, pour revenir sur le soutien à Mélenchon, en fait, justement, nous, on soutient Mélenchon parce qu'on sait qu'il a, de tous les candidats, en tout cas à gauche, c'est celui qui a conscience, notamment pour pas répéter l'épisode Mitterrand dans les années 80, où en fait, Mitterrand, il n'applique pas le programme. Bah, Mélenchon, il a compris, il sait qu'il a besoin que, même en gagnant, les dynamiques sociales dans le pays, elles avancent, elles continuent d'avancer. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'AFI, tu as ce truc où, depuis des années, mais notamment, principalement depuis 2022, on sent une sorte de porosité avec toutes les dynamiques dans la vie, dans la société civile, tout ça. Je veux dire, Thomas Porte qui est là sur toutes les questions de violence policière, pour accompagner les familles de victimes, les comités. Sur le Donc en racisme. fait, tu as ce lien structurel qui se met en place d'un point de vue, franchement, tous les secteurs, les comités de victimes, Louis Boyard, il a fait son travail avec les lycéens. Extraordinaire. En fait, ils se sont bougés pendant 5 ans avec une équipe très collective, des dynamiques antiracistes. Amal Bentouti, quand elle organise la marche du 21 avril, c'est Thomas Porte qui l'accompagne pour aller au Conseil d'État, tu vois, pour aller faire le recours et compagnie. En fait, à chaque fois qu'il y a eu des dynamiques politiques, sociales dans le pays, ils ont été là. Ils ont été là, même quand tu vois les ouvriers, CGT, tout ça, les délocalisations, tout ça, ils sont là. Donc après, tu t'étonnes. Mais après, t'as Ruffin qui nous fait des trucs genre style... Ouais, mais et tout ça aboutit à aujourd'hui toutes les mairies qu'ils ont gagnées. Et les mairies qu'ils ont gagnées vont être la base de l'organisation populaire pour 2027. On sait que même à Mantes-la-Jolie, qui n'est pas, par exemple, une mairie alignée FI, il y a tout un réseau qui s'est monté, je pense, qui va resservir tout de suite pour 2027. Et surtout, Mélenchon, c'est un espoir. Pas parce qu'on aime bien et qu'il parle bien et qu'il a de la culture, c'est aussi parce que c'est le seul... déjà la seule figure et le seul mouvement parti qui a tenu bon sur la Palestine. Je veux dire, sur les violences policières, sur la Palestine sur l'islamophobie. Voilà. Donc, et en plus, politique. C'est-à-dire, c'est des positions d'antiracisme politique qu'ils prennent. On va abroger la BAC, on va abroger, la BRAVE, etc.
Voilà. Il vient de rire parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui a dit Yazid, je t'ai pas reconnu, Psartek. Bitnik, c'est fini. Et ça Bitnik. Je croyais que c'était un truc en rebeu. Je dis merde, faut pas que je dise. En fait, c'est Bitnik. C'est quoi un Bitnik? C'est un hippie. C'est un hippie, c'est un des autres noms de hippie. Il avait pas un style hippie. Mais non. C'est pour ça que c'est bizarre. Mais t'as tes papiers? T'as tes papiers? Tu veux contrôler mes papiers, c'est ça, PDH maintenant? Non, mais surtout, et à l'international, il y a des vraies propositions comme la sortie de l'OTAN. En tant qu'anti-impérialiste, ça c'est un marqueur très clair, c'est-à-dire sortie de l'OTAN, donc sortie de l'alignement avec les États-Unis, sortie de toutes les guerres impérialistes, on espère, voilà. Et aussi, le truc que beaucoup de gens oublient, c'est le changement des règles du jeu avec la 6ème République. En théorie, il a redit à une interview sur Brut hier, il arrive président et il met en place la constituante et on change les règles du jeu, donc réforme... référendum d'initiative citoyenne, tout ça. Voilà. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est que si t'es une sorte de militant révolutionnaire dans ce pays, je pense, c'est clair que les révolutions autres que par les urnes, ça n'arrivera jamais dans ce pays, c'est le seul moyen que t'as pour changer les règles du jeu et de plus pouvoir se taper... En tout cas, c'est votre opinion, monsieur Tseja. Non, mais en plus, c'est de plus pouvoir se taper 10 ans de Macron qui fait tout ce qu'il veut, qui met l'État dans un état pas possible, et sachant qu'avant on a eu Sarkozy, on a eu qui baillonne aussi. Ouais. Mais qui baillonne aussi toutes les possibilités de démocratie. Exactement. Voilà. Interdiction de manif, tout le tralala. Et puis même quand on manifeste, quand il y a les gilets jaunes, c'est cause toujours, tu m'intéresses, il n'y a rien qui s'est passé. Excuse. Non, juste faites attention à bien vous laisser terminer, bien dérouler votre pensée, votre propos. Et puis aussi je le dis, c'est un petit peu technique, mais après quand on veut faire des extraits, c'est plus simple. Si la personne elle a vraiment la possibilité de bien dérouler. Tout pour les likes là. Mon gars, c'est l'hégémonie. Et c'est pour ça que Youssef fait de longues interventions. Vas-y, Youssef. Oui, mais je laisse parler les autres. C'est vrai. Et non seulement c'est vrai, mais je t'en remercie. Mais tu n'as pas les camarades, tu n'as pas à me remercier. Mais je suis un démocrate. Allez-y, faut le dire vite. Allez-y, poursuivez. Alors, je poursuis, cher ami, puisque tu me tends la perche. Je poursuis en disant que oui, c'est pour toutes les raisons que tu as dites, qui ont été dites, mais aussi parce que c'est pas simplement pour avoir une vie meilleure, c'est aussi pour avoir une vie beaucoup moins détestable que celle qu'on va avoir à tous les coups si le fascisme s'installe. Parce que l'État fasciste qui est en préparation, il verrouille tout. Alors, il dissout des associations. Une chose à laquelle les gens ne font pas attention. Comment il est en train de verrouiller la presse. Vous savez que la France s'est fait cartonner par l'Union européenne, pas par n'importe qui, parce que actuellement les fusions qui ont lieu dans la presse et la concentration dans la presse atteint en France un niveau inédit dans toute l'Europe. C'est que normalement, l'Union européenne, il y a une loi qui vient d'être faite là, qui impose au gouvernement, par exemple, de vérifier lorsqu'il y a des rachats au niveau de journaux, de choses comme ça. On voit cette extraordinaire concentration, pas uniquement Bolloré, il y a Bolloré, il y a tout d'abord, etc. Et Arnaud et tout. Ce qui est dingue, c'est que quand il y a Mélenchon qui parle de ça sur sa chaîne YouTube, ils disent, maintenant il a interdit, il fait un truc pour les nouveaux médias où il invite des influenceurs, des médias internet, etc. Et ils lui ont dit, c'est toi le Venezuela, c'est toi Hugo Chavez. Alors qu'en fait, il y a 5 mecs dans ce pays qui contrôlent tous les médias. Mais alors, un peu plus, 11 milliardaires contrôlent 80% de la presse. 80% de la presse. 11 milliardaires, et vous imaginez dans quel sens ils votent. Et non seulement ils contrôlent la presse, mais ils contrôlent l'édition, ils contrôlent des éditions scolaires également. Hachette notamment. Ça veut dire qu'ils ont une influence même. Donc on ne se rend pas compte de ce processus lent de fascisation. Vous connaissez aussi la clause qui fait que maintenant les journalistes n'auront pas le droit de parler de choses internes dont ils auraient eu connaissance, je ne sais combien de temps après leur départ d'un journal. Des clauses de confidentialité. Voilà. Et tout cela participe. Donc, c'est-à-dire que l'État, il verrouille absolument tout, il dissout les associations problématiques, d'accord ? Et ça commence, évidemment, comme d'habitude, par les musulmans, les arabes et les noirs. Mais demain, ce seront aussi des syndicats, vous verrez. Et pourquoi pas la FI ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a aucune limite. Ciotti disait ça. Mais bien sûr, il n'y a aucune limite. Donc, il faut bien comprendre une chose, que
le vote Mélenchon, c'est pas uniquement comment pour avoir une vie meilleure, et ce serait déjà un bon argument au niveau du niveau de vie, au niveau des salaires, au niveau de tout cela, sur l'islamophobie, la Palestine, les violences policières, etc. Mais c'est aussi pour empêcher d'avoir un vrai fascisme. Mais là, c'est pas une plaisanterie. Ouais. C'est pas d'habitude c'est un mot, le fascisme, mais c'est concret. Les mesures que j'ai expliquées, que j'ai dites, on pourrait aussi au niveau du droit du travail, les restrictions, l'abolition de tas de clauses favorables aux travailleurs, etc., etc. Donc c'est pour un ensemble. Tout ce travail que ne fait pas la gauche poubelle, justement. Hein, pour l'ensemble des travailleurs et pour un monde meilleur, j'ai envie de te dire. Avec l'accent, avec l'accent qu'il fallait. Non mais c'est Yacine. Non mais carrément sur la gauche poubelle, parce que ce que tu dis, en plus, tu sais, il y a toujours un refrain là de Mélenchon est le pire candidat de second tour. Attends, tu spoil mon truc là. Vas-y. Bon, non, peut-être on va pas dire la même chose. Vas-y, tu vas dire c'est vrai. Continue, Yacine. Non, mais j'avais un petit truc, j'avais un petit jeu, vas-y. Continue. En gros, ce truc là de Mélenchon est le pire candidat de second tour, qui rabâche à toute patate là, genre parce qu'il ferait trop peur et qu'il parle trop fort. Déjà pour nous, on considère que c'est le seul capable de battre l'extrême droite dans un second tour, déjà de 1, et de 2. Mais en fait, tu dis qu'en gros, enfin si on comprend bien le truc, tu dis Mélenchon est trop diabolisé pour gagner un second tour, oui. Du coup tu diabolises Mélenchon. Ben oui. Du coup la Marine Tondelier, ce qu'elle fait quand elle dit ça, machin très chouette des socialistes, machin chouette des communistes et compagnie, Mélenchon est le pire candidat de second tour parce que... mais en fait vous portez une responsabilité historique dans la diabolisation de Mélenchon. Tout ce que vous avez fait les dernières années, bien Palestine, violences policières, tout ça, vous croyez que vous êtes innocent de cette diabolisation-là? Bien sûr, tu vois, bien sûr. Donc, les accusations d'antisémitisme. Mais c'est ça, les accusations d'antisémitisme, tout ça, les dingueries de Jérôme Gage, salopard antisémite. Mais tu portes une responsabilité historique. C'est lui qui a tenu ses propos. C'est ça. Ah oui, c'est Gage qui avait dit ça. C'est une citation. Moi, je suis là un peu en mode, tu vois, j'ai la barre là. Mais justement, tu parlais de Marine Tondelier. On peut peut-être écouter la déclaration de Marine Tondelier sur justement l'irresponsabilité prétendue par Marine Tondelier de la candidature de Jean-Luc. On sait que Jean-Luc Mélenchon présentera vraisemblablement dans le week-end sa candidature à la présidentielle, comme par hasard avant le meeting de la primaire du 5 mai. Ça va être comme ça un peu tout le temps maintenant. Et donc nous, on le dit, on le redit, on le redit. On sait comment tout ça risque de très mal se terminer. Les écologistes, depuis le début, ont proposé une méthode qui permettait à toute la gauche et aux écologistes de se retrouver dans une candidature commune. Elle ne sera manifestement pas commune. Une fois que Jean-Luc vraiment s'écarte du cadre et de manière irrémédiable et définitive décide de partir tout seul, la question est que font les autres? Et donc cette question, je l'adresse au Parti socialiste. Je leur dis, ne nous racontez pas d'histoire et ne vous racontez pas d'histoire. Vous avez tendance à convoquer souvent l'histoire, les socialistes, l'histoire du Front populaire, de Jean Jaurès, l'histoire de Mitterrand, l'histoire des grandes conquêtes sociales qu'on célèbre en partie ce 1er mai et dans lesquelles on prépare les suivantes. Eh bien, l'histoire, c'est pas un musée. L'histoire, ça oblige aussi. Et en l'occurrence, nous estimons que l'histoire, là, demande de courage parce qu'on sait très bien comment tout ça risque de se terminer par l'extrême droite vainqueur de l'élection présidentielle. Surtout, j'ai envie de vous dire, on pourrait dire, peut-être Mélenchon, il peut aller au deuxième tour. Très bien comment tout ça risque de se terminer par l'extrême droite vainqueur de l'élection présidentielle. Surtout, j'ai envie de vous dire, on pourrait dire, peut-être Mélenchon, il peut aller au deuxième tour. Mais en fait, ici, le deuxième tour, c'est quand même un moment très, très compliqué d'ailleurs pour la France, puisqu'on sait que c'est celui qui a le moins de chance de gagner au deuxième tour contre l'extrême droite. Et on a ce film très précis sous nos yeux, je le dis de manière lucide et constructive. Et donc moi, j'ai pas envie de raconter à mes enfants au lendemain de l'élection de Marine Le Pen, ou de Jean Dardemadela, ou de celui des deux qui sera pas en prison, qu'on l'avait pas vu venir. Parce qu'en fait, on le voit très, très bien venir. On sait exactement ce qu'il ne faut pas faire, exactement ce qu'il faut faire, et que certains tergiversent. En fait, moi, je trouve ça indécent et irresponsable et j'en ai marre, je suis en colère. Et donc, j'accepte que certains soient perdus. Ça, pour le coup, je peux l'entendre dans la séquence, c'est même plutôt logique, mais ils n'ont pas le droit de nous faire perdre. Pardon. On sait que Jean-Luc Mélenchon... Et donc là, on est... Revenus. Vas-y. Ouais, juste, on enchaîne tout de suite avec la petite vidéo de Glupatate. Ouais, en fait, on enchaîne tout de suite avec la soi-disant alternative que Tondelier propose. Donc, on va écouter Roussel et Faure. Vous allez voir, c'est quoi on va rigoler. Du lourd, en termes programmatiques, c'est du lourd. On va le standing en face. Accrochez-vous à vos sièges. Les grandes avancées dans le logement, par exemple, c'est une évidence que nous devrons proposer des choses fortes sur le logement. Comme quoi, par exemple? Par exemple, c'est pas ce soir que je vous le dirai, mais je vous donne quand même mon état d'esprit. Quand même, on aimerait bien avoir. On aurait bien voulu, puisqu'on a envie de parler de fond politique. Mais mon état d'esprit, il est le suivant, c'est que vous êtes né riche et vous avez la possibilité, en réalité, de vous loger parce que vous avez quelqu'un qui vous a permis d'hériter d'un logement. Vous ne pouvez pas nous dire ce soir une mesure forte, une croquette sociale que veut réaliser le Parti socialiste?
Mais honnêtement, c'est pas que je veuille pas dire, mais c'est simplement, c'est pas. Est-ce que le Parti socialiste plaide pour abaisser l'emprise du capital via des nationalisations? Non, attends, on remet tout de suite. D'Emmanuel Macron et permettant de rassembler largement. Fabien Roussel, la dernière fois en 2022, vous avez rassemblé 2,28% des voix. Ça ne vous a pas vacciné? Mais d'abord... Les 2,28% des voix, ça ne vous a pas vacciné? Mais d'abord... Alternative, pour activer le micro, voilà l'alternative qu'on nous propose. On est de retour. Alors voilà l'alternative que tu viens de me dire. C'est-à-dire que là vraiment on a quand même une belle brochette. Ah oui, mon gars. Ah oui. Aussi bien en termes de charisme, tu vois, de personnalité, et en termes de capacité. Je dis pas qu'ils n'ont pas de programme, mais en termes de capacité, non mais, tu vois, je ne ferai même pas ce procès-là. En termes de capacité à rebondir sur une question, tu vois, c'est-à-dire en termes de quoi ont besoin les gens que je prétends défendre. Tu vois, c'est-à-dire même si t'as pas un truc, la loi avec l'alinéa A, l'alinéa B, etc., je veux dire, si tu as des convictions, tu vois, qui sont un peu ancrées à l'intérieur de ton cerveau, de ton cœur, de ton corps, on va parler logement, tu vas parler blocage des loyers, par exemple, tu vas parler insalubrité, tu vas parler, accession sociale à la propriété, genre, tu vois, tu vois ce que je veux dire? C'est au pire nous, genre. Non, mais je sais pas, genre, t'as pas une équipe de gens qui te préparent. tu vas doucement, t'essayes de produire quelque chose, tu vois. Là, les gens, en fait, aider les gens, pourquoi ils buguent, en fait. Alors que, comment dire, la France Insoumise, en tout cas aujourd'hui, c'est vrai que... Et moi, je trouve qu'il a dit un truc important, c'est de dire, en gros, on est prêt, quoi. Voilà. On est prêt, c'est-à-dire qu'il y a une équipe, c'est pas juste une personne. C'est ça. Quand on pense PCF, on pense Roussel. Quand on pense EELV, Europe Écologie Les Verts, on pense Tondelier. Quand on pense Parti Socialiste, bon, ils sont un peu plus nombreux, mais il y a autant de courants que de personnes, si tu veux. Quand on pense France Insoumise, on se dit, voilà, il y a une cohérence. Donc, il y a une équipe, il y a un programme. Et là, franchement, ça frise le ridicule. Non, mais surtout, moi, je trouve que c'est une insulte aux gens. C'est-à-dire, on est à moins d'un an du premier tour. Tu sais même pas quoi dire sur le logement. Tu sais même pas. Je veux dire, toi, t'es un héritier du PCF, t'es Roussel. Normalement, tu déroutes ton programme. On ne demande pas la collectivisation des moyens de production ou la dictature du prolétariat. Là, c'est vraiment des trucs de base, quoi. Et en plus, il dit, t'as Tondelier en face qui dit, moi, j'aimerais pas dire à mes enfants qu'on a laissé passer le RN à cause de ça. Mais t'as qu'une chose à faire, c'est enlever ta candidature et dire que tu soutiens le premier à gauche. Basta. Je tout ça. Vas-y. Dinguerie. Ayoub. Dinguerie. Alors là, question, j'ai rien à dire. J'ai vraiment rien à dire sur Non, mais c'est une dinguerie. En fait, genre juste. En vrai, genre. On a le droit de sourire un peu. Hein. Factuellement, t'as un parti politique avec des salariés dans ton parti, tout ça, on sait comment ça fonctionne. T'as de l'oseille, il y a de l'oseille qui tourne quand même un peu, tu vois. Genre, mec, prépare tes interviews. Genre ça fait 5 ans que Roussel il s'est mangé son 2%. Et il sait pas quoi répondre quand on lui dit t'as fait 2%. C'est violent. C'est violent quand même. Non, mais à un moment, c'est la réalité. Tu peux pas mentir. La réalité, tu peux pas mentir de la réalité. Bon, mais je crois qu'il y a quand même plus grave que le fait qu'il ait fait que 2%. On a vu le côté délétère très grave, c'est que si Mélenchon n'a pas passé le premier tour, c'est entre autres de sa faute. Évidemment. Et ça, c'est encore plus dingue que tout. C'est que c'est 2,2%, donc c'est 410 000, je ne sais plus, voix qui ont manqué. Eh bien, on ne serait pas dans cette situation si Roussel n'avait pas un ego, ne s'était pas présenté pour n'importe quoi. Et j'espère bien qu'il va dégager au prochain congrès du PS, Roussel, parce que c'est du PS, tu vois, comme quoi Roussel, ah oui, il est au PC, je pensais qu'il était au PS. Et alors, non mais c'est extrêmement grave, Alors il y a une chose. Et d'ailleurs, il y a une comment dire,
une résistance interne, une contestation qui est incarnée notamment par Stéphane Peu. Stéphane Peu. Et Elsa Fossillon. Elsa Fossillon, voilà, un élu de quelle région déjà il vient de l'Outre-mer, je crois, Stéphane Peu. Non, Stéphane Peu, il vient du 93, pardon. Il est du 93. Alors donc, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, eh bien, de ce côté, ces candidats, cette candidat de la gauche pourrie, ils n'ont même pas un mot, ils se rendent même pas compte. Regardez, Mélenchon, il est capable de parler de la situation intérieure, mais aussi de la situation internationale. Le fascisme, la guerre, c'est déjà des préoccupations énormes qu'il y a actuellement. Si aujourd'hui un candidat ne parle pas du fascisme qui monte et de la guerre, il parle de rien du tout. C'est que il y a toutes les mesures, mais ils sont même incapables de parler de la moindre mesure économique. Ils sont là uniquement, à mon avis, ils sont les instruments de la droite, ils sont même les instruments de la droite dure. Et en fait, ce sont les agents de la défaite, quoi. Mais bien sûr. Moi, c'est pour le PCF ou en vrai de vrai, parce qu'aussi avec l'histoire de Redgen de Sichon, ce parti, mais c'est pour parce que Redgen c'était des jeunes, des jeunesses communistes. Ouais, c'est ça. Jusqu'en 2021, c'était les jeunesses communistes du 94 qui ont créé à l'époque Redgen. Moi, j'y étais pas, mais du coup, on a baigné un peu dans cet univers-là. On a stand à Fête de l'Humain, tout ça. On voit les vieux cocos d'Île-de-France. Il y en a certains qui sont en opposition avec Roussel, mais bon, ils partent pas à la bagarre, quoi. Tu vois, comme tu disais, les Stéphane Peu, Elsa Fossillon, tout ça. Et tu te dis en face, voilà, t'as Fabien Roussel qui toujours fait ses scores dans le parti. Et en fait, au-delà de la bagarre interne du PCF, parce qu'en fait, on en a un peu rien à faire, mais ce qui est malheureux dans tout ça, c'est que tu te dis quand même que le PCF, à un moment quand même si ça a été un PCF colonial à tous les moments de l'histoire coloniale, le PCF a normalement cette histoire de production intellectuelle. Bien sûr, tout à fait, bien sûr. Et bien sûr. Oui, c'est vrai qu'on oublie que c'est le marxisme, le matérialisme historique. Il y a un patrimoine. Mais tu as tout à fait raison, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est dramatique pour le PCF, qui a eu de très grands intellectuels, puis tous ces intellectuels organiques, Aragon, etc., Éluard. Je sais pas si les gens s'imaginent, si les jeunes justement connaissent, mais ça a été quelque chose de dingue. Comment il y avait au PCF, des instituts marxistes, etc., qui réfléchissaient, etc. Non, mais ça, c'est un gâchis qui est incroyable. Et aujourd'hui, on a Roussel qui nous parle des quartiers perdus de la République. Alors voilà, rappelons-nous ce qu'avait dit Roussel pendant la campagne, qui avait dit que Mélenchon était le candidat des quartiers périphériques radicalisés, quelque chose comme ça. Du travail France des allocs. Il a dit quoi aussi? Il a dit ma France, mes travailleurs à moi, ils parlent français, je me rappelle, il a dit ça en 2023. Qui a défilé avec la police. Avec la police, il a assisté à un meeting. Quand il parlait d'un bon fromage, une bonne viande, un bon vin. Quand il était à la manifestation aux côtés des policiers, avec Jadot. Mais bien sûr. Jadot, n'oublie pas. Et simplement, je prendrai un exemple parce que ça se passe à Argenteuil, ma ville d'origine. À Argenteuil, dont le député était. Avant, non. Alors, c'était Gabriel Péry. Bravo. Mais bien sûr. Bravo. Et qui était le député d'Argenteuil-Beson. Qui était juste avant, au moment du Front populaire. Et avant la Seconde Guerre. C'est son poteau. Mais alors ne riez pas parce que Gabriel Péry, qui a été fusillé par les nazis, en 41, et Gabriel Péry qui était un extraordinaire député. Rappelez-vous toujours ce que Gabriel Péry a écrit sur la Palestine à l'époque. Il a un article qu'on trouve absolument. Je vous demande absolument de le regarder. Vous trouverez sur Google. Il était bien sûr. C'était en 36, au moment de la révolution palestinienne de 36. Gabriel Péry fait un article extraordinaire dans l'Humanité. Où il prend la défense des Palestiniens que déjà à l'époque on accusait d'être antisémites, etc. Il dénonce complètement cela en disant que c'est une lutte anti-impérialiste extraordinaire, que c'est pas du tout imaginez pour l'époque. C'est la base du marxisme-léninisme. Mais extraordinaire, un article extraordinaire. Parce qu'il était à l'Humanité, il était aussi journaliste Humanité, il avait même la rubrique étrangère de l'Humanité, Gabriel Péry. Et ce que je veux dire, c'est qu'actuellement, ils sont en train de détruire le monument à Gabriel Péry à Argenteuil. Le maire de droite facho. Mais ça, c'est vrai, j'habitais juste au-dessus de ce monument en plus. Est-ce qu'il y a un comité de soutien? Mais bien, oui, il y a des gens qui protestent. Absolument. On les invite s'il y a un comité de soutien. Mais bien sûr, c'est ce que je voulais faire d'ailleurs. Je voulais vous en parler. C'est absolument ignoble parce que s'il y a quelqu'un, il faut écouter le poème, la dernière lettre de Gabriel Péry avant d'être fusillé. Je veux dire, voilà. Donc, je vais demain préparer. Ne nous éloignons pas, restons dans le sujet. On y reste. Mais j'ai envie de dire aussi.
excuse-moi, dernière parole. Faut qu'on fasse tourner. Dernière parole. J'appelle aux militants sincères communistes. Voilà, j'appelle les militants communistes sincères à se souvenir des dernières paroles. Écologistes. Bien sûr, des dernières paroles de Lionel Péry. Je vais demain préparer des lendemains qui chantent juste avant d'être fusillé, hein, et de pas laisser l'histoire de ce beau parti, avec toutes les réserves qu'on pouvait faire sur les questions coloniales, etc. On est bien d'accord. Hein, on va pas faire d'angélisme, mais entre les mains de cet aventurier de Roussel qui est en train de le brader, hein, et je sais très bien qu'il risque d'être élu parce qu'il y a des telles tensions au sein du PC que c'est le candidat mou, et souvent, malheureusement, c'est cela. Comme c'est le candidat mou, il y a deux tendances, etc. Mais j'appelle à un sursaut d'honneur, de dignité, les militants communistes, votez pour Mélenchon. C'est Mélenchon qui représente aujourd'hui l'idéal de... Et j'ai envie de dire, j'ai envie de te rejoindre, parce que justement, tu vois, il y a beaucoup de gens fustigent justement le manque de démocratie interne à la France insoumise. Voilà. Calmez-vous les gars là. Moi aussi je suis chaud, mais j'essaie de tenir un conducteur. Donc s'il vous plaît. Et justement, on se rend compte qu'au sein, par exemple, de EELV, du PCF et même du PS, les structures, aussi démocratiques soient-elles, aussi, efficaces soient-elles... En plus, c'est faux, je veux dire... Non, mais attends, c'est de l'hypothèse. Elles n'accouchent même pas de souris, elles accouchent de rien du tout pour l'instant, parce qu'ils sont dans leurs histoires de primaire, leurs histoires de courants internes. On voit qu'il y a des personnes qui, par exemple au sein de EELV et du PCF, on l'a dit juste avant, qui seraient plus enclins à aller vers une alliance avec la France insoumise. Donc soumis à des tensions, et il n'y a aucune efficacité. Là, au moins, sur ce qu'on a vu pendant justement à travers la candidature, c'est l'efficacité. Après, on peut toujours être dans une sorte d'idéalisme, de dire il faudrait plus de démocratie. Je ne sais pas ce que ça veut dire personnellement. Tu veux plus de démocratie, mais la 6ème République. En gros, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que, quoi qu'on puisse penser des structures, est-ce que la candidature de Mélenchon, elle s'est imposée? C'est ça que j'ai envie de poser comme question. Est-ce qu'elle s'est imposée ou est-ce que c'est quelque chose de pas clean? Pour moi, c'est collectif, c'est plébiscité, mais surtout, en fait, genre eux, ce qu'ils comprennent pas, c'est un peu des ouf. C'est que mieux vaut entre guillemets un parti, donc voilà, où il y a eu cette décision qui a été prise avec une sorte de centralisme entre eux, voilà, et ça a été pris, mais c'est un parti entre guillemets qui est poreux à ce qui se passe dans la société en fait, qui fait l'union populaire, qui fait émerger des figures de la société civile, tout ça, qui a cette porosité, donc qui est intrinsèquement démocratique, à la différence de leur parti soi-disant où il y a des courants, des tendances, où c'est tous des petits bourgeois verts, rouges et roses, et ils font leur petit truc, parce qu'ils ont tous fait Sciences Po, ils se réunissent, ils boivent des verres dans Paris, et après ils font leur courant idéologique en n'ayant jamais mis un pied, voir les masses populaires qui sont censées représenter. Enfin, ils sont marrants, les petits bourges du Parti Socialiste, tu vois, ils sont marrants. Mais qu'est-ce que vous êtes démocratique de quoi? Vous êtes une petite oligarchie apparatchik, et vous nous faites les démocrates qui représentent le peuple et qui sont dans la discussion et dans le dialogue. Mais on n'en a rien à faire de votre décision que vous prenez à 5 bourgeois, en fait. Oui. Voilà, tu vois. Franchement, c'est ça, exactement. Et qui plus est, je suis pas du genre à prôner l'homme-providence comme on pourrait le penser en France, mais on a l'une des gauches pour moi les plus pétées de toute l'Europe. mais oui. Et enfin, une des gauches pourries les plus pétées. Ouais, les plus pourries, on est divisés entre nous. Yacine, je dirais qu'il y a un peu ce truc de vouloir être le grand Manitou, et on peut le reprocher à Mélenchon, mais en vrai de vrai, il y a qui va faire l'affaire à part lui? Genre les autres qui font 2%, que ça soit tu vois, même s'ils vont faire leur procédé démocratique en interne, au final, ça aboutit sur des gens qui sont nuls, qui n'ont pas d'idées, qui n'ont pas ils ont même pas la rhétorique pour répondre à une simple question, comme on l'a vu tout à l'heure. Genre, c'est vraiment. Surtout, ils se présentent démocratiques. Ça n'a pas empêché Tondelier de virer les 30 militants là, de les purger. Ça n'a pas empêché le PCF de virer des gens. Azdine Taibi, non, il n'a pas été viré parce qu'il avait soutenu. Mais oui, qu'il avait appelé à voter Mélenchon. Le PS, on n'en est pas à sa première purge et à ses trucages d'élections internes. Enfin voilà,
toute la rhétorique démocratie, blablabla, c'est des conneries. On va faire les vrais gens. Voilà. Donc les primaires, est-ce que, je te redonne la parole, excuse-moi, c'est juste, est-ce que donc du coup, toute cette séquence, ça enterre définitivement les primaires? Mais oui. Est-ce que d'après vous, en gros, on fait un peu de la politique fiction et tu prends la parole, Youssef, est-ce que ça va partir sur un peu des candidatures isolées ou est-ce qu'ils vont quand même réussir à faire une primaire et quelle est l'utilité? Je voulais juste dire que les primaires, de toute façon, ça accouche toujours du candidat le plus pourri. C'est-à-dire le but d'un candidat... Benoît Hamon, voilà. on se rappelle, éclaté au sol. Le but d'un candidat, c'est de cliver. Éclaté au sol. Le but d'un candidat, c'est de cliver. Le but d'un candidat de gauche, c'est de faire la rupture. Et les primaires, en fait, c'est vous prenez le plus moyen de tous, quoi. Vous faites la moyenne, tout simplement. Ouais. C'est mathématique à bout d'un moment. Donc, d'abord, malheureusement, il risque quand même d'y avoir des... Et puis après, j'aimerais dire un mot sur De Villepin. Des gens en parlent. Et puis, voilà, parce que c'est important aussi. Comment d'évacuer cela, comment d'évacuer De Villepin. Mais je dis effectivement, on risque d'évacuer politiquement. Hein. On le dit comme ça. D'évacuer le. Non, mais je le dis comme ça, d'évacuer politiquement De Villepin, absolument. Moi, je veux qu'on évacue politiquement De Villepin. Je respecte le bonhomme, la question n'est pas là. Hein. Je parle de candidature, sa candidature. Et on va expliquer pourquoi. Et donc, je dis malheureusement, on risque d'avoir quand même des candidatures comme ça, parasitaires. Hein. Ça, c'est possible. Donc, par parasitaire, tu entends des candidatures qui ne servent à rien, mais qui vont prendre des voix. Qui ne servent à rien. Il y en a eu trop. Politique. Voilà, il y en a eu trop à gauche et à l'extrême gauche. Alors j'espère que... Ça, c'est le syndrome de 2002. Voilà, j'espère surtout que... Tu connais le syndrome de 2002. En fait, candidature de Jospin avec une multitude de candidatures à gauche. Ouais. Taubira, Chevènement, Noël Mamère... il en manque encore un. Oui, tout à fait. Bref. Il n'y a pas José Bové. Voilà, 4 ou 5. Et en fait, il loupe le deuxième tour. Voilà. C'est-à-dire il est éliminé au premier tour. Et Le Pen pour la première fois, le Front National pour la première fois au second tour. Et Jospin qui décide, et Besancenot, qui décide d'arrêter la vie politique. Enfin, le cataclysme, alors que la victoire lui tendait les bras, tu vois. Et ça a lancé la longue maintenant tradition de... le candidat face au FN gagne automatiquement. Ouais. Et on oublie Flamby. On oublie Flamby qui... Je me prépare. François Hollande, je me prépare. Alors donc, en tout cas, malheureusement, on ne peut pas éviter tout cela. Ça veut dire que là, on appelle aussi les gens à ce qu'on appelle l'instance de responsabilité. On n'est pas là pour se faire plaisir. Vous savez, moi, c'est les premières fois que je vote de ma vie. Hein. J'avais jamais voté avant la présidentielle pour Mélenchon, les législatives. Donc le premier parti, pour lequel je vote, c'est... Et je ne crois pas au système électoral, en plus. Je n'y crois pas. Ah, t'es un gauchiste, en fait. Le mot gauchiste, déjà, me répugne terriblement, si tu savais ce que je pense du gauchisme. Non, pas du tout, et je pense vraiment que c'est la maladie infantile du communisme, justement. La droitisation du CEF, c'est de voter. Ouais. Mais non, justement, je suis anarchiste de formation, j'ai dire, et je ne crois pas à ce système, mais je ne crois pas au système, à ce mode de gestion. L'histoire de voter comme ça, juste une petite anecdote, dans les élections au lycée, lorsque on était meneur de grève, etc., on récusait le vote. Le vote à main levée, le vote à bulletin secret, pour savoir si on devait continuer la grève. Et les vrais révolutionnaires récusent ce vote à bulletin secret. Et c'est pareil, pour savoir dans les entreprises c'est comme ça. Ce vote à bulletin secret, faussement démocratique. Non, on a besoin d'un unanimisme, on a besoin d'un enthousiasme. Et Mélenchon est l'élection enthousiasmante. Et l'enthousiasme, ça se fait dans le secret. Ça se fait pas dans le secret d'un isoloir. L'enthousiasme, ça se fait publiquement. C'est la raison pour laquelle. Et oui, c'est important. L'enthousiasme. Et Mélenchon, comme on dit, il rassemble l'enthousiasme. Et on a besoin d'enthousiasme. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Donc, il faut l'instance de responsabilité. Non, mais surtout, on est au pied du mur. Oui. Chaque candidature à gauche, je suis désolé, c'est un des points pour l'extrême droite. Alors, donc, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on est à la croisée des chemins. Et aujourd'hui, il va y avoir des tas de... Moi, je suis convaincu, malheureusement, je crains qu'il y ait des candidatures parasitaires, parce que les gens se présentent, parce qu'ils ont un ego surdimensionné, et je reprends l'expression de certains, pour pouvoir se compter,
pour pouvoir se compter. Vous savez, c'est l'expression qui est prise par certains gauchistes qui se présentent pour pouvoir se compter, pour qu'il y ait une parole ouvrière, pour qu'il y ait une parole radicale qui va forcer la FI à se gauchiser. Non. C'est un seul coup, c'est un fusil à un seul coup. C'est au premier tour que tout va se jouer. Voilà. Au second tour, Mélenchon, il a toutes les chances face aux fachos. Mais il faut y arriver. Mais il faut y arriver. Donc c'est au premier tour que tout se joue. Donc toutes les voies dirigées vers un seul but. Voilà. Mélenchon au premier tour. Donc on évacue toutes les autres candidatures. C'est n'importe quoi, c'est bullshit. Ouais, mais il y en a un autre qui n'est pas d'accord avec toi. Et je voulais quand même qu'on en parle un petit peu. Même si pour moi, je pense que voilà, il a déjà disparu. Mais du coup, voilà, je voulais qu'on fasse un petit passage sur le cas de Monsieur Ruffin. Parce que Monsieur Ruffin, c'était quand même un membre de la France Insoumise. En tout cas, il était dans la majorité, enfin dans le groupe parlementaire de la France Insoumise, qu'il a quitté au moment de la purge. Je crois que c'était de son propre gré, si je me souviens bien. C'est lui qui a dit des dingueries pendant les élections. C'est lui qui était à l'origine. Il y avait 2 tracts. Il y a un tract où il disait il était à côté de Mélenchon. Oui, je crois. Et il y avait un tract où il disait Mélenchon va te faire voir. Voilà. Et ben là, il a fait encore pire, je trouve, politiquement. C'est qu'on lui a posé une question sur l'immigration de travail. Et regardez, écoutez bien ce qu'il a répondu. Repris par Gary. Visite dans un hôpital en Ariège, a dit en parlant des médecins. Dernière question. Hier, Emmanuel Macron, en visite dans un hôpital en Ariège, a dit en parlant des médecins étrangers, on a besoin de ces hommes et de ces femmes qui servent notre pays. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il faut plus de main-d'œuvre étrangère? Est-ce qu'il faut régulariser davantage de travailleurs? D'abord, c'est une réalité que l'hôpital, aujourd'hui, repose sur 2 catégories qui sont exploitées. Il y a les médecins étrangers et il y a les jeunes internes. Je le dis, la condition qui est faite aux jeunes internes dans les hôpitaux, à la fois leur niveau de revenu, les gardes qu'on leur fait faire, et c'est quelque chose qui est... Et donc voilà sur quoi repose l'hôpital aujourd'hui. Ça ne doit pas être une fatalité, on ne doit pas s'en satisfaire, on doit chercher à en sortir. La France ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens, roumains. Elle doit avoir ces médecins qu'elle forme et qui nourrit son système. Maintenant, en attendant, les médecins algériens, tunisiens, roumains qui travaillent dans notre pays, ils doivent avoir des pleins droits, ils doivent se sentir pleinement reconnus. Moi, je suis hostile à l'immigration pour le travail. Je ne souhaite pas qu'on fasse sur les services, je l'entends, de la part d'entreprises, des maisons de retraite, d'auxiliaires de vie, de dire, voilà, on va faire appel à la main-d'œuvre subsaharienne. Vous êtes contre l'armée de réserve du capitalisme, je veux pas que ce qu'on a fait hier sur l'industrie, sur les métallurgies, sur Renault, on le refasse aujourd'hui sur les services. Voilà, on enchaîne sur une autre déclaration de Ruffin, donc qui revenait sur sa propre déclaration. C'est ça. Propos du président de la République sur ces travailleurs étrangers. À l'occasion, évidemment, des propos du président de la République sur ces travailleurs étrangers, il parlait de médecins notamment venant de hors de l'Union européenne, vous avez pointé du doigt les dangers d'un recours excessif à une main-d'œuvre étrangère. La France, dites-vous, ne doit pas faire appel à des médecins algériens, tunisiens, roumains, elle doit avoir ses médecins. Et la France insoumise d'embrayer, je le cite, Ruffin troque le rouge pour le brun en divisant les travailleurs. Le souverainisme mène fatalement à une politique xénophobe digne du RN. Voilà comment on parle de vous chez vos ex-amis. D'abord, je veux remercier les médecins roumains, les médecins tunisiens, les médecins algériens, qui font le travail de soins au plus près des Français et souvent dans nos campagnes, dans les endroits les plus reculés. Donc merci à vous. Maintenant, est-ce que je considère comme normal que la France ne forme pas ses propres médecins, que la France aille quelque part piller des talents sur lesquels des gouvernements à l'étranger ont investi temps et argent? Non, je trouve pas ça normal. Je souhaite que tous les gens qui sont dans notre pays, qu'ils aient des papiers ou qu'ils n'aient pas de papiers, puissent être accueillis comme il faut. Qui puissent être accueillis comme il faut sur, évidemment, le logement, sur la langue, sur l'école pour leurs enfants. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et sur le travail. Aujourd'hui, c'est complètement désordonné, c'est complètement désorganisé. Donc je dis que je veux l'accueil plein et entier pour les personnes qui se trouvent sur le territoire français. Mais non à une immigration excessive pour le travail. En revanche, je refuse le plan d'importation massive de main-d'œuvre étrangère sur les services que programme par exemple le MEDEF, puisqu'il dit voilà, il nous faut plus de 5 millions de travailleurs étrangers et là-dessus, il y en aura 1,5 million naturellement, on en faut... François Ruffin, la gauche sur ce point-là
a été trop naïf ces dernières années? Parce que vous comprenez que ça puisse, chez vos amis des insoumis, heurter ou en tout cas surprendre. Mais je le dis parce que vous savez mon attachement au métier de service, auxiliaire de vie, femme de ménage, et je vois bien comment le patronat des EHPAD, il réclame de la main-d'œuvre subsaharienne pour venir sur ces métiers-là. Je dis non, construisons pour ces métiers-là, statut et revenu. Mais en fait, je m'inscris dans une grande tradition. Vous savez, Madame Chantrey, qui disait... Ce que nous voulons pas, c'est que le capital international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est la plus avide, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français. C'est Jean Jaurès. Un grand homme de gauche, oui. Qui disait nous ne pouvons admettre une immigration qui viendrait aggraver la crise du travail. C'est Léon Blum. Qui disait, là c'est beaucoup plus récent, nous disons. Qui disait nous ne pouvons admettre une immigration qui viendrait aggraver la crise du travail. C'est Léon Blum. Qui disait, là c'est beaucoup plus récent, nous disons honte à ceux qui organisent l'immigration par les traités de libre-échange et qui l'utilisent pour faire pression sur les salaires et les acquis sociaux. Un certain Jean-Luc Mélenchon ? C'était Jean-Luc Mélenchon en 2018. Donc je m'inscris dans une tradition qui estime que tout le monde a sa place, tous ceux qui sont sur le territoire français ont leur place, doivent pouvoir travailler à la fois pour eux-mêmes et pour produire pour notre pays, mais qu'on ne doit pas aller chercher les talents à l'étranger pour les utiliser chez nous. Youssef, donc cette double déclaration semble provoquer un émoi. Un torrent d'émoi même. Un torrent d'émoi. Mais non, en fait, je ne suis pas indigné parce qu'en fait, il est conforme au bonhomme, Ruffin. On sait de quel bois il est fait, Ruffin. Hein. C'est pas du bois, c'est du contreplaqué. Hein. Donc Ruffin, là, il m'étonne pas, ça m'indigne, mais ça ne m'étonne pas de lui. Et j'aimerais rebondir sur deux choses qu'il dit. D'abord, nos références à nous, c'est pas Léon Blum. Hein. C'est pas les ancêtres de Hollande. Hein. N'oublions pas. C'est vrai qu'il utilise ça pour se dédouaner. En fait, regardez, il y a d'autres gauchistes dans le passé qui ont dit la même chose que moi. Et évidemment, Jaurès a dit ça aussi, mais c'est pas parce que Jaurès l'a dit que c'est parole d'évangile et qu'effectivement c'est bien. Non, il y a toujours eu. Alors, voilà, on est pris entre, d'une part, effectivement, le capitalisme qui, en se mondialisant, va évidemment, puisqu'on appelle la division internationale du travail, hein, va aller piocher à droite et à gauche. On se souvient comment il allait chercher les travailleurs immigrés au Maghreb. Hein, bien sûr. Et voilà, on regardait même en Afrique, on regardait les dents, etc. Non, mais c'était quelque chose de terrible. Alors évidemment, on est Peugeot, Renault qui faisait cela, qui allait chercher des travailleurs, notamment au Maroc, là, pour... Bon, bien sûr que c'est terrible. Mais cela dit... C'est pas comme ça, c'est pas en s'en prenant aux travailleurs qu'on règle le problème de la division internationale du travail et de l'expansion du capitalisme. C'est en leur donnant des droits supplémentaires. Hein. Parce que si on pousse sa logique, il faut renvoyer les immigrés alors. Il n'y a aucune différence entre lui et effectivement les secteurs qui effectivement le patronat. Un certain patronat et intérêt à ce prolétariat étranger. Mais ça a toujours été le cas. Mais ça me fait penser, c'est du Soral, ça. Hein. Ça, c'est du Soral. La référence, c'est comment le prolétariat, ce qu'a dit le journaliste, hein, avec une chose avec laquelle Ruffin est d'accord, le prolétariat immigré, c'est l'armée de réserve du capital. On dit ça du lumpenprolétariat, normalement. Hein. Ça veut dire que c'est assimiler ces travailleurs immigrés au lumpenprolétariat. Vous savez, c'est lumpenprolétariat qui, dans la vulgate marxiste, hein, peut être instrumentalisé, même peut devenir fasciste, etc. C'est extrêmement grave. Ça c'est extrêmement grave. Alors, c'est une chose de dire qu'effectivement, on souhaite que les travailleurs puissent rester chez eux. Ça, c'est un souhait, et faire tout pour qu'il n'y ait plus cette division internationale du travail et cette domination des pays du Nord sur les pays du Sud, bien évidemment, hein, et de faire qu'effectivement, il n'y ait plus l'échange inégal, qu'effectivement, tout le monde préfère travailler chez lui. Mais c'est une autre chose quand ces travailleurs sont ici, hein, de dire on va les renvoyer ou les traiter par le mépris sous prétexte que ce serait quasiment, et ça c'est du Soral pur, des collabos du patronat et qu'ils pousseraient même les salaires à la baisse. C'est absolument ignoble. C'est un peu ça qui est sous-entendu. Bien évidemment. Et moi, en fait, c'est diviser la classe ouvrière. On a bien compris maintenant ce qui nous intéresse plus, c'est vraiment la dynamique par rapport à la campagne présidentielle qui est en train de se mener. Et je te donne tout de suite la parole, mais c'est moi ce que j'entends, c'est des gages qui sont donnés à l'électorat du Rassemblement National. Il y avait eu l'histoire de Madame Latour. Voilà. Tu vois, il y a eu plusieurs interventions de la part de Ruffin qui semblent, faire une sorte de petite drague comme ça, pas très discrète aux électeurs du FN. Ça fait longtemps qu'elle a commencé cette drague, comme tu l'as dit. Mais Madame Latour, Madame Latour, c'est Ruffin qui prenait exemple sur une dame qui s'appelait Madame Latour, qui veut pas qu'on fasse de la merde. Les blancs des quartiers
immigrés qui se plaignent des petites racailles qui sont en bas de chez eux. Voilà, en gros, petites racailles, tu cites. Hein. Et là, je cite. Ça, les petits blancs des quartiers qui se plaignent des petits racailles qui sont en bas de chez eux, ça amène un monsieur qui sort la carabine et peut tirer sur comme l'autre jour. C'est exactement ça. Mais Ruffin avait dit petite racaille. Non. Ah bon, d'accord. Mais là, je te la fais simple parce que pour qu'on puisse faire tourner. Et du coup, là, on voit la différence avec le parti de la France Insoumise et Ruffin, qui, en fait, dans son interview, il aurait pu dire les mots tout simples comme impérialisme, échange inégal, le fait que les gens dans les pays, ils sont parfois obligés, à cause de l'Union européenne par exemple, qui privatise des zones de pêche, de partir de chez eux. Aucun mot là-dessus n'est prononcé. Il dit pas pourquoi en fait le patronat s'intéresse à ce prolétariat, à ces gens, à ces ouvriers qui viennent, par exemple les médecins par exemple algériens ou enfin du Maghreb ou n'importe où en fait. Leurs diplômes ne sont pas reconnus, donc en fait tu peux les payer une misère par rapport aux médecins qui ont été formés en France. Il y en a plein qui se plaignent, c'est-à-dire t'es médecin, tu as fait 10 ans d'études dans ton pays, tu viens ici, tu es payé 2000 €. Ouais, tu es payé comme un salarié qui a non formé, quoi. Voilà. Non diplômé. Et surtout, je veux dire, jamais de ta vie tu te demandes c'est quoi les dynamiques de ces migrations? Pourquoi les gens partent? Les guerres, l'impérialisme, enfin le néocolonialisme, ça n'a jamais été prononcé une seule fois. Les causes profondes. Les causes profondes, voilà, c'est ça exactement. Ayoub, Yacine. Moi, ce qui me choque, c'est ce que vous venez d'entendre. La manière dont il le présente, c'est tellement ethnocentrique, comme tu l'as dit, il n'a pas intérêt à présenter ça de manière dans vraiment l'intérêt des immigrés où concrètement ton passeport vaut moins, ta monnaie vaut moins, donc tu as tout intérêt à changer de pays et à avoir la nationalité, etc. Et je sais que je me rappelle une camarade à moi qui est sociologue me disait que la première... Merci. Le premier acte militant qu'ont fait les immigrés, c'est justement d'immigrer. C'est justement de changer de pays pour changer pour justement affronter la vie qu'ils connaissaient dans leur pays d'origine et la précarité qui est due justement à cet impérialisme-là. Et lui, il ne va pas dénoncer cet impérialisme, au contraire, il va dire mais comment ça se fait qu'on s'appuie sur des pays, sur des travailleurs étrangers, alors que la France est basée sur ça et tout l'enrichissement de la France est basé sur ça et sur l'appauvrissement des autres pays. Exactement. Bien sûr. Tout à fait. Pas mal, hein? Mais oui. Pas mal du tout, hein? Tu vas pas paternaliste comme ça, Pas paternaliste, non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, non? Ça fait plaisir. On taille un peu en même temps. Mais non, franchement. Et tout ça sans un mot sur l'Europe, les traités de libre-échange, le Mercosur. Indépendamment de tout environnement. Il y a des gens qui. Il y a des gens qui arrivent et qui s'embêtent. Bonjour, on peut rentrer, tu sais. Je me suis réveillé un jour, je me suis dit, si je passais de l'autre côté de la Méditerranée. Non, mais ça c'est vraiment du Soral, hein, c'est d'extrême droite, ça. Parce qu'au final, le mec qui est de l'autre côté de l'écran, lui, il se dit, on est envahi. Bah oui, voilà. En plus, il dit 5 millions selon le MEDEF. Genre, le MEDEF, il va aller. Je suis hostile. Je suis hostile. Tu vois, c'est pas, je considère que l'immigration de travail nuit à l'équilibre. Non, je suis hostile. Hostile, ça veut dire qu'il faut les virer, quoi. En fait, par exemple, son truc là de lumpen prolétariat, il cherche même pas derrière à comprendre les mécanismes, mais derrière à les affronter. Bien sûr. Moi, tu vois, c'est un truc tout con. Hein. Moi, par exemple, je suis tout con comme d'hab. Moi, je suis diplômé. J'ai un master en droit public, mais j'ai pas trouvé de taf depuis. Du coup, le Psartec, tu vois. J'ai pas trouvé de taf depuis parce que les méricoco elles recrutent pas depuis parce qu'il faut être un enfant de communiste, visiblement. Bref, petit tac sur la bourgeoisie rouge. La petite minute du seum. Vas-y. Non, tout ça pour dire, moi, tu vois, j'ai ce master là, mais depuis 2024 et j'ai pas trouvé de taf. Donc là, je suis en train de réviser le barreau pour devenir avocat et donc bosser à mon compte parce que visiblement j'ai pas trouvé d'employeur en collectivité. Mais pourquoi je te dis ça? Belex, il y a un DGS qui voit ça. On est là. Oh, le Robsiste. T'as vu le Robsiste ou pas? Oh là là. Non, mais elle est pas de Robsiste ici, monsieur. À la Courneuve, voilà. Non, mais pourquoi je te dis ça? Parce que, en gros, cet été, du coup, l'été dernier, je bossais je faisais livraison Amazon. Et en vrai, genre, honnêtement, je pense que c'est le pire taf que j'ai fait de ma vie. Je faisais livraison Amazon. Et en fait, c'est une sorte de genre division du travail hardcore. En fait, tu bosses pas pour Amazon, tu bosses pour un sous-traitant qui peut te, en gros, il peut te signaler si t'as un retard sur telle commande à Amazon, Amazon coupe ton compte. Du coup, tu peux pas bosser pendant 2 jours. Et en fait, genre, c'était un délire. Et je bossais qu'avec c'est l'ubérisation. Je bossais qu'avec des Tunisiens, du coup, qui avaient pas les papiers. Et du coup, on était là.
Et en fait, eux, ils pouvaient pas se plaindre. Enfin, en gros, ils ont pas. Moi, je te cache pas, moi, au bout de 3 jours, j'ai rage quit. J'ai dit, vas-y, j'arrive pas, t'as vu. J'étais au bout de ma vie. Rage quit. Tu connais pas Non. C'est quand tu quittes avec la rage, quoi. Ah non, j'ai rage quit, je connaissais pas. T'as le seum et tu te tailles. T'as le seum et tu te tailles. Je rage quit, d'accord. C'est pas mal. Tu connaissais? Bah non. Bah pareil. Et on m'a pas prévenu. Tous les jours, t'avais un truc de ouf. En gros, on était dans une sorte d'abribus. On attendait qu'ils viennent nous chercher pour aller conduire les camions. Et on était là, on attendait pendant 30 minutes comme ça. Et genre... Et tu sentais genre une sorte de gens qui vont vers leur destin sans pouvoir faire autre chose. Ah ouais. C'était un délire. Terrible. Et ouais, au final, les gens, ils ont pas le choix que de continuer. C'est ça. Et ce que tu dis, c'est extrêmement éclairant par rapport à. Je trouve que T'as tenu 3 semaines. Le témoignage de Yacine versus la déclaration de Ruffin. J'allais dire, c'est QFD. C'est-à-dire que là, en fait, il va faire peser des menaces presque, tu vois, des menaces, d'éventuelles violences, parce que forcément, s'il y a une montée comme ça en puissance d'un discours hostile à l'immigration de travail, qu'elle soit légale ou illégale, et que justement le gouvernement ait envie de montrer des gages aux futurs électeurs, tu vois, dans la perspective de 2027, on peut s'attendre comme ça à des chasses. Tu vois, à des rafles même dans des lieux de travail, etc. pour dire voilà, nous on est intransigeants. Ce qui se passe aux États-Unis. Hein. Voilà, un peu comme l'ICE, tu sais. Et franchement, c'est totalement irresponsable, je trouve. Bien sûr. Ce discours. Moi, je voulais aussi dire qu'à aucun moment il parle aussi de Frontex. Qui est une armée. Juliette. J'allais le dire, justement. Qui est une armée. En fait, c'est déjà l'armée européenne, déjà là. C'est-à-dire que c'est des gens dont le boulot est de bloquer les frontières européennes comme une forteresse et qui tuent véritablement des gens. Et on sait que la Méditerranée, c'est un cimetière à ciel ouvert. Et dans tous les recoins de l'Europe, tu as cette milice qui assassinent des gens, et ça, ils n'en parlent jamais aussi. Donc il y a des gens qui risquent leur vie. C'est vrai. Il y a des gens qui risquent leur vie pour venir dans ce pays-là, et la moindre des choses, ce serait de le mentionner. C'est un politique, normalement, il connaît, et là, absolument pas. Alors, je réponds comme à chaque fois à Annika Mchoum. Par contre, Samir coupe trop la parole. Je coupe pas trop la parole. Enfin, peut-être que je coupe trop la parole, mais j'essaye de tenir une sorte de ligne directrice pour traiter le sujet qu'on a prévu de traiter. Voilà, il y a beaucoup d'énergie sur le plateau et c'est très bien. C'est un peu mais Cyril Hanouna. Genre. Comment ? Ouais, voilà. Donc, pardon si certains se sentent brimés par mes interventions, mais vraiment, j'essaye d'emmener. Youssef, je t'oublie pas par rapport. Il a du vocabulaire, bref. Je t'oublie pas par rapport à De Villepin, mais je voulais vous faire un petit quiz, une sorte de petit questionnaire que j'ai trouvé sur Insta tout à l'heure. Il provient de Alice de Rochechouart. Donc voilà, Alice, on te pique ton. On plagie pas. Ouais, c'est une streameuse. Et en fait, c'était un peu les questions que les gens qui ont un doute par rapport à la candidature de Mélenchon se posent. D'accord ? Donc je voulais juste vous poser comme ça un petit peu tu vois, à la cantonade. Moi, je n'aime pas Mélenchon. Impossible de voter pour lui. Vous répondez quoi à une personne qui vous dit ça ? En rapide. Hein. Et tu veux dire comment Alors moi, on discute politique au cours d'un dîner, et puis tu as une personne qui dit « Moi, je n'aime pas Mélenchon. » Impossible de voter pour lui. Mais pourtant, qui est dans le camp de la gauche. Bon, déjà, c'est pas un arabe. Tu veux dire c'est quelqu'un qui a dit ça ou on doit répondre ? Oui, vous devez répondre à cet argument. Ah, cet argument. Impossible de voter pour lui, il faut d'abord savoir pourquoi. Non, mais déjà, tu votes parce que t'aimes, genre, t'as besoin qu'il te fasse des câlins et qu'il t'envoie une carte à Oui, c'est ça. C'est quoi le délire ? On vote pour nos conditions matérielles d'existence pour survivre, tu nous parles de. En fait, ils ont le privilège. Faut lui demander pourquoi. Tu vois ? Non, c'est pas écrit fort. Non. Il y a beaucoup de gens, à mon avis, qui changeront si Mélenchon, au second tour, se retrouve face aux fachos, etc. Donc il faut qu'il arrive au premier tour. Alors il faut. Voilà. Alors il y a des réserves. S'il n'arrive pas au second tour, et il y a des réserves. Il y a des réserves de voix énormes. Énormes. Il faut absolument convaincre tout le monde autour de nous. Je crois qu'il y a un travail personnel à faire. Que vraiment cette fois, ça en vaut largement la peine. Et je pense qu'il a toutes ses chances, absolument. Il y a 2 gars dont on n'a pas parlé là. Il y a Laurent Mauduit, donc cofondateur de Mediapart. Qui s'est empressé de dire
après l'annonce de l'élection de Mélenchon, qu'en fait, si vous voulez apprendre d'où vient Jean-Luc Mélenchon, pour mesurer un peu la culture démocratique qui est la sienne, ou pour comprendre sa curieuse alliance avec le POI. Sa curieuse alliance. C'est le moment de relire Trotskisme, Histoire secrète, bientôt en format de poche. Donc ça, c'est Laurent Mauduit, cofondateur dans Mediapart. On rappelle. Et celui qu'on aime tous ici, notre ami Edoui Plenel, qui a dit « Je n'aspire pas à renouveler sans cesse le même rôle, reporter. Il est évident que c'est ma dernière candidature. » Donc là, il cite Mélenchon, qui disait lui-même qu'il ne voulait pas être candidat permanent. Ah, je pensais que c'était Edoui Plenel qui a arrêté totalement le journalisme. Ouais, ça serait une bonne idée. Ça serait bien, potentiellement. Mais voilà, donc là, il le reprend. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il a tweeté le 4 mai, donc ce matin. Incroyable. Voilà, donc ils en manquent jamais. Donc voilà, pour savoir, comme on dit, avec, j'allais dire avec des amis, comme ça, c'est pas des amis, mais voilà, des personnes qui se prétendent de gauche. Voilà. Comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Je te jure. Ni de gauche, ni de droite. C'est assez terrifiant. Alors,